de 140 pertes humaines en une seule période de rapport de 24 heures. Environ 90 véhicules blindés et chars de combat principaux confirmés détruits ou abandonnés dans 4 secteurs opérationnels. 3 postes de commandement de niveau bataillon frappés et rendus non fonctionnels dans la même fenêtre opérationnelle. Le plus haut niveau d'attrition enregistré en une seule journée depuis le début de la guerre, dépassant le précédent, sommé par une marge que tout analyste honnête vous dira, ne relève pas d'une simple zone de bruit statistique. C'est une rupture structurelle dans la courbe des pertes. Maintenant, je vais être très direct avec vous sur ce que ce chiffre signifie et sur ce qu'il ne signifie pas, parce que la conversation autour de lui va être façonnée par des gens qui ont intérêt soit à le gonfler, soit à le balayer du revers de la main. Et aucune de ces deux lectures ne vous aidera à comprendre ce qui s'est réellement passé dans ces 4 secteurs pendant ces 24 heures. Les bilans quotidiens de pertes, pris isolément, ne sont pas des indicateurs particulièrement utiles de la santé opérationnelle. Ce qui compte, c'est la ligne de tendance, la répartition des pertes par catégorie, le rapport entre les pertes et l'activité opérationnelle qui les a produites et l'état structurel des forces qui absorbent ces pertes. Une seule mauvaise journée, pour une force par ailleurs structurellement solide, est un revers tactique. Une seule mauvaise journée, lorsqu'elle montre des indicateurs systémiques de dégradation, est la surface visible de quelque chose de plus vaste. Les 24 heures dont nous parlons appartenaient à la deuxième catégorie. Et les indicateurs qui en faisaient cette deuxième catégorie étaient visibles pendant des semaines avant que le bilan des pertes ne devienne l'histoire principale. Pour comprendre ce qui a produit cette journée, il faut commencer par ce qui se passait dans la posture opérationnelle russe au cours des 4 mois précédents, parce que les conditions structurelles qui ont rendu cette journée possible se sont assemblées pendant cette période. Et la journée elle-même a été le moment où ces conditions ont croisé un tempo opérationnel ukrainien précis, conçu pour les exploiter. La Russie est entrée dans cette saison de campagne avec une force qui menait des opérations offensives à un rythme soutenu sur plusieurs secteurs du front depuis près de 2 ans. Le tempo n'était pas le problème en soi. Les armées peuvent maintenir un tempo opérationnel élevé pendant de longues périodes si les systèmes de rotation du personnel, de remplacement de l'équipement et de réapprovisionnement en munitions peuvent suivre le rythme de consommation. Le système russe, au début de l'été de cette année, ne suivait plus dans aucune de ces 3 catégories. Le système de rotation du personnel était sous pression soutenue depuis la 2e vague de mobilisation, et cette pression s'accumulait au lieu de se stabiliser. Les formations de première ligne gardaient le personnel en position plus longtemps que ce que la doctrine prévoyait pour les rotations. Les remplaçants arrivaient avec moins de temps d'entraînement que la génération précédente de remplaçants. Et le savoir institutionnel à l'intérieur de ces formations, celui détenu par les sous-officiers expérimentés et les officiers subalternes qui comprenaient le terrain précis et l'adversaire précis contre lequel leur unité se battait, était attrité à un rythme que la chaîne de remplacement ne pouvait pas égaler. Sur papier, les formations ressemblaient aux mêmes formations qu'elles avaient été l'année précédente. Elles ne l'étaient pas. Elles portaient les mêmes désignations et affichaient à peu près les mêmes effectifs. Ce qu'elles avaient perdu, c'était la compétence tactique accumulée qui transforme un nombre de soldats en puissance de combat. Le système de remplacement de l'équipement fonctionnait sous une pression distincte, mais liée. La production russe de véhicules blindés a fait l'objet d'une attention considérable de la part des analyses en source ouverte tout au long de cette guerre, et le consensus de plusieurs évaluations crédibles est que le rythme de production est inférieur au rythme des pertes depuis près de 18 mois. L'écart était géré en puisant dans les stocks entreposés, principalement du matériel de l'époque soviétique conservé dans des installations de stockage à long terme, puis remis à niveau pour atteindre des standards opérationnels. À ce stade de la saison de campagne, les stocks des catégories d'équipements les plus désirables, les variantes T, 7, 2B3 et T-80 qui avait formé l'épine dorsale des opérations blindées russes plus tôt dans la guerre, avait été fortement épuisé. L'équipement qui arrivait maintenant aux formations de première ligne était en moyenne plus vieux, moins fiable et exigeait plus d'heures de maintenance par heure opérationnelle que l'équipement avec lequel ces formations opéraient 18 mois plus tôt.
Le système de réapprovisionnement en munitions faisait face à sa propre version du même problème. Il avait bénéficié de la filière d'approvisionnement en munitions nord-coréennes, devenue importante sur le plan opérationnel en 2024. Mais cette filière fonctionnait encore et le volume demeurait significatif. Mais le taux de consommation au front avait augmenté au cours des 6 derniers mois en réponse à la campagne ukrainienne de frappe contre la logistique russe en zone arrière. Cela avait forcé les formations d'artillerie russes à tirer davantage de projectiles pour obtenir les mêmes effets de suppression contre les mouvements ukrainiens, et cette filière n'était plus confortablement en avance sur le rythme de consommation. Les allocations avancées de munitions se resserraient discrètement dans plusieurs secteurs depuis 2 mois, et ce resserrement produisait l'effet en aval prévisible sur la réactivité de l'appui-feu aux demandes venues de l'avant. Aucune de ces 3 tendances n'était aiguë, aucune d'elles, prise individuellement, n'aurait produit une rupture structurelle. Ce qui a produit la rupture structurelle, c'est la manière dont ces 3 tendances se renforçaient les unes les autres et la manière dont elles étaient amplifiées par le tempo opérationnel que l'Ukraine maintenait simultanément contre les forces russes dans plusieurs secteurs. Ce tempo est la variable que toute personne qui étudie cet engagement doit comprendre. Dans les conditions structurelles que je viens de décrire, le système russe aurait pu continuer à fonctionner indéfiniment contre un adversaire qui lui permettait d'opérer à un rythme gérable. Mais ce que l'Ukraine faisait depuis 4 mois, c'était de lui refuser délibérément ce rythme. Elle générait une pression soutenue sur plusieurs secteurs à la fois. Elle variait les points d'effort de manière à empêcher le commandement russe de concentrer ses réserves dégradées contre une seule menace. Et elle utilisait la campagne de frappe en profondeur pour interrompre les rythmes de réapprovisionnement dont dépendaient les formations avancées, pour maintenir leur préparation au combat entre les engagements. Les 4 secteurs qui ont produit le bilan des pertes n'étaient pas choisis au hasard. C'étaient les 4 secteurs où la pression ukrainienne avait été la plus soutenue au cours du mois précédent, où les formations russes recevaient les plus petites allocations de personnel et d'équipements de remplacement et où le resserrement des munitions était le plus prononcé. Le commandement russe prenait le même type de décision de triage que n'importe quel commandement dans cette position aurait dû prendre. Allouer les ressources rares aux secteurs les plus critiques, accepter une préparation réduite dans les secteurs jugés moins critiques, et espérer que ces secteurs moins critiques ne seraient pas testés avant que les ressources puissent être régénérées. Les secteurs qui ont produit le bilan des pertes étaient précisément ceux que le commandement avait décidé de pouvoir laisser en état de préparation, réduite. L'Ukraine les avait identifiés et l'Ukraine les a attaqués. Laissez-moi vous amener à l'intérieur d'un poste de commandement de bataillon russe pendant la matinée de cette période de 24 heures, parce que l'image humaine à l'intérieur de ce poste de commandement est celle qui explique comment une condition structurelle s'est transformée en bilan de perte. Un commandant de bataillon, un major, se trouve dans un poste de commandement préparé à environ 8 km derrière la ligne avancée de son secteur. Il occupe cette position depuis 3 mois. Son bataillon est classé dans le rapport officiel de préparation transmis à son quartier général régimentaire, comme apte au combat. Cette note reflète le nombre de personnel, le nombre d'équipements et les stocks de munitions détenus au niveau du bataillon. Elle ne reflète pas ce que le commandant de bataillon sait de l'état réel de sa formation. Ces 3 compagnies de fusiliers fonctionnent à environ 70% de l'effectif autorisé. Son appui blindé organique est passé de 12 véhicules à 7 véhicules opérationnels. 2 de ces 7 véhicules ont des problèmes mécaniques qui limitent leur emploi tactique. Et les sous-officiers expérimentés, qui formaient la véritable colonne vertébrale de son bataillon 8 mois plus tôt, ont été fortement attrités par les opérations de combat soutenues, puis remplacés par du personnel qui n'a pas encore la compétence tactique que le poste exige. Il reçoit son premier rapport de contact à 5H40, une force mécanisée ukrainienne, dont la puissance n'est pas identifiée mais qui est visiblement plus importante que les actions de sondage que son bataillon absorbait depuis plusieurs semaines, a engagé sa compagnie de fusiliers la plus au nord. Le commandant de compagnie signale des véhicules blindés, de l'infanterie débarquée en coordination, dans ce qu'il croit être une tentative délibérée de brèche contre le secteur de la compagnie, plutôt qu'une action de reconnaissance. Le commandant de bataillon fait ce que la doctrine exige, il alerte son quartier général régimentaire, il demande un appui-feu immédiat, il ordonne à sa réserve, un seul peloton maintenu en position couverte derrière le secteur de la 2e compagnie, de se préparer à être engagé.
Il tente de développer la situation en ordonnant à sa compagnie du Nord d'identifier la force et la disposition de la force ukrainienne et de tenir ses positions actuelles pendant que les tirs d'appui sont organisés. La demande d'appui-feu va au coordonnateur régimentaire de l'appui-feu. Ce coordonnateur a reçu des demandes similaires de 2 autres commandants de bataillon dans des secteurs adjacents au cours des 90 minutes précédentes et l'allocation d'artillerie disponible pour le régiment a déjà été engagée pour ces demandes. Le coordonnateur doit décider s'il redirige les tirs déjà engagés vers la nouvelle demande ou s'il les laisse là où ils sont. Il demande des directives au commandant régimentaire. Le commandant régimentaire, qui gère sa propre version du même problème de coordination à un niveau supérieur, demande des directives au quartier général divisionnaire. La chaîne de consultation, qui dans des conditions normales se réglerait en 10 ou 15 minutes, fonctionne sous saturation parce que chaque niveau de la chaîne traite plusieurs demandes simultanées venant de plusieurs éléments subordonnés. Au moment où l'appui d'artillerie est réalloué, environ 40 minutes après la demande initiale du commandant de bataillon, la compagnie du Nord n'est plus en position d'en bénéficier. L'action de brèche ukrainienne a réussi, la compagnie a perdu environ le tiers de son personnel et effectue un repli vers le secteur de la 2e compagnie sous le feu. Le peloton de réserve, que le commandant de bataillon avait engagé 20 minutes plus tôt, a été frappé pendant son mouvement vers le point de contact par des drones ukrainiens et a perdu 2 de ses 3 véhicules avant d'atteindre sa position assignée. Lorsque l'appui d'artillerie arrive enfin, il tombe derrière les éléments avancés ukrainiens qui progressent maintenant dans la brèche que la compagnie du Nord tenait jusque-là. Et l'effet de suppression est réduit parce que les coordonnées de ciblage reposent sur une image de la situation vieille de 15 minutes. Le commandant de bataillon observe tout cela depuis son poste de commandement. Il est compétent. Ses soldats sont compétents. Les conditions structurelles dans lesquelles il opère sont des conditions qu'il n'a pas créées, qu'il ne peut pas corriger et qu'il n'était pas autorisé à signaler comme inadéquates lorsque les rapports officiels de préparation étaient soumis dans les semaines précédentes. Il comprend dès la 2e heure de l'engagement que son bataillon est en train d'être réduit non pas par un adversaire fondamentalement plus fort que lui, mais par un adversaire qui a correctement identifié que son bataillon opère dans des conditions qui ne lui permettront pas de répondre efficacement à une pression soutenue. Il demande l'autorisation de retirer ces éléments restants vers une position plus défendable. La demande remonte et il attend. L'autorisation de retrait, lorsqu'elle arrive 90 minutes plus tard. À ce stade, la 2e compagnie est engagée. La 3e compagnie est fixée par des éléments ukrainiens débarqués qui se sont infiltrés à travers les brèches de sa posture défensive, désormais désorganisée. Et le retrait qu'il avait demandé à la 2e heure de l'engagement n'est plus un repli de combat contrôlé. C'est une extraction sous le feu menée par des formations qui ont perdu la cohésion nécessaire pour exécuter un repli de combat contrôlé. Et les chiffres de pertes issus de cette extraction sont ceux qui contribueront de façon disproportionnée au total quotidien que son régiment rapportera à la fin de la période de rapport de 24 heures. C'est ce moment qui se répète en 4 secteurs, avec 4 commandants de bataillon, dont aucun n'est moins compétent que l'officier moyen à ce poste, tous opérant dans des conditions structurelles qui signifiaient que leur formation ne pouvait pas absorber une pression soutenue sans se désagréger. Tous formulent les demandes que leur doctrine leur exige de formuler. Tous reçoivent les réponses trop tard pour influencer le résultat que ces réponses étaient censées façonner. Le bilan des pertes n'a pas été produit par un seul désastre tactique. Il a été produit par 4 désastres tactiques simultanés dont aucun n'était catastrophique pris seul, mais qui étaient tous le résultat prévisible des conditions structurelles qui s'accumulaient dans la posture de force russe depuis des mois. Maintenant, prenons du recul par rapport au poste de commandement de bataillon et expliquons ce que cet engagement révèle sur l'état structurel de la force russe à ce stade de la guerre. Parce que c'est la partie de l'analyse qui dépasse les 24 heures spécifiques et qui nous dit quelque chose d'important sur la direction que prend la campagne plus large. La force russe sur le terrain n'est pas la force qui a commencé cette guerre. C'est même pas la force qui a mené les grandes opérations offensives de 2023 et 2024.
C'est une force qui a généré sa puissance de combat grâce à un système de régénération du personnel et de l'équipement soumis à une pression soutenue depuis près de 2 ans et qui a remplacé la qualité par la quantité d'une manière qui produit des formations adéquates sur papier, mais dépourvu de la profondeur structurelle nécessaire pour absorber une pression soutenue sans se désagréger. Cette substitution a fonctionné dans le sens où la force a continué de générer des opérations offensives et de tenir du terrain dans plusieurs secteurs du front. Elle n'a pas fonctionné dans le sens où la force est devenue progressivement plus fragile. Cette fragilité étant dissimulée par des systèmes de rapports de préparation qui mesurent les catégories faciles à mesurer et qui ne mesurent pas les catégories qui déterminent réellement si une formation va tenir sous pression. Le bilan des pertes de cette période de 24 heures est l'indicateur que cette fragilité a atteint un niveau où elle produit des effets opérationnels visibles. Ce n'est pas le seul indicateur. Le rythme auquel les formations russes quittent la ligne et sont remplacées par des formations reconstituées plutôt que par des formations fraîches augmente depuis plusieurs mois. La proportion des opérations de combat menées par des unités pénales et des formations contractuelles de qualité d'entraînement marginale augmente. La proportion de l'appui blindé composé d'équipements plus anciens, avec une fiabilité opérationnelle réduite, augmente également. Aucun de ces indicateurs n'est décisif isolément. Mais tous, pris ensemble, décrivent une force qui approche de ce que les analystes militaires ont historiquement appelé la culmination, c'est-à-dire le point où une force a consommé la puissance de combat nécessaire pour poursuivre ses opérations offensives au tempo qu'elle maintenait. Maintenant, je veux être prudent ici, parce que le mot culmination est utilisé de façon qui ne sont pas toujours rigoureuses, et je veux être très précis sur ce que je veux dire dans ce contexte. La culmination n'est pas la même chose que l'effondrement. Une force qui a atteint la culmination n'est pas une force qui est sur le point de se briser de manière catastrophique. C'est une force qui ne peut plus générer le tempo offensif qu'elle générait et qui doit choisir entre accepter des ambitions opérationnelles réduites ou tenter de maintenir ses ambitions actuelles par des mesures qui accéléreront sa dégradation. Le système russe a historiquement choisi la deuxième option dans des situations similaires, parce que le poids politique attaché au maintien de l'apparence d'un élan offensif a constamment dépassé la logique opérationnelle d'une ambition réduite. Il n'y a aucune raison de croire que ce calcul politique a changé. Ce que cela signifie concrètement, c'est que le bilan des pertes de cette période de 24 heures a peu de chances d'être un événement isolé. C'est la surface visible d'une condition structurelle, et cette condition structurelle va continuer à produire des événements similaires à un tempo croissant jusqu'à ce que la direction russe accepte une ambition opérationnelle réduite permettant au système de régénération de rattraper le rythme de consommation, ou jusqu'à ce que le rythme de consommation dépasse la capacité du système de régénération à un point qui produira une rupture structurelle plus importante que celle que nous observons actuellement. Le concept opérationnel ukrainien pour cette saison de campagne a été conçu pour imposer exactement ce choix à la direction russe. La pression soutenue dans plusieurs secteurs n'est pas opportuniste. C'est l'application délibérée d'une méthodologie que toute personne dans ma profession reconnaîtra comme l'exploitation systématique de la dynamique de culmination d'un adversaire. L'Ukraine ne peut pas vaincre la force russe dans un seul engagement décisif. L'Ukraine a accepté cette contrainte et a plutôt bâti un concept opérationnel autour de l'idée que la force russe peut être progressivement dégradée par une pression soutenue, qui ne permet pas au système de régénération de rattraper son retard. La méthodologie est patiente, elle n'a rien de spectaculaire. Elle ne produit pas le genre d'événement générateur de gros titres qui attire l'attention analytique. Ce qu'elle produit avec le temps, c'est exactement le type de conditions structurelles qui a produit le bilan des pertes dont nous parlons maintenant. C'est cette partie de la guerre que la conversation publique a constamment eu de la difficulté à saisir, parce qu'elle a été façonnée par l'attente que les guerres se décident par des événements dramatiques plutôt que par l'effet accumulé d'une discipline opérationnelle peu spectaculaire, appliquée dans le temps. Les événements décisifs attirent l'attention analytique. L'effet accumulé produit les résultats réels. Et l'effet accumulé du côté russe de cette guerre évolue dans une direction que les grands titres n'ont pas adéquatement captée,
parce que les indicateurs n'étaient visibles que pour ceux qui suivaient les catégories dites ennuyeuses, qui déterminent si une force est structurellement solide. Les catégories dites ennuyeuses ne le sont plus. Le bilan des pertes de cette période de 24 heures les a traduites en un chiffre que les grands titres ne peuvent pas ignorer. Ce chiffre va alimenter une conversation sur ce qui se passe du côté russe du front, une conversation qui aurait dû avoir lieu depuis des mois. Et cette conversation va porter sur la question de savoir si le chiffre représente une flambée temporaire ou une rupture structurelle. La réponse analytique honnête, fondée sur les indicateurs visibles pour quiconque acceptait de les suivre, est que ce chiffre représente une rupture structurelle qui se construisait depuis des mois et qui produit maintenant les effets opérationnels visibles que la condition structurelle devait finir par produire. Les formations russes qui ont absorbé ces pertes ne seront pas reconstituées dans un délai significatif. Le personnel est récupérable dans le sens où les effectifs peuvent être restaurés. La profondeur structurelle, le savoir institutionnel, la compétence tactique détruite en même temps que les effectifs ne sont pas récupérables dans un délai pertinent sur le plan opérationnel. Ces formations seront de nouveau déclarées aptes au combat sur papier d'ici quelques semaines. Elles ne seront pas réellement aptes au combat dans un sens significatif avant beaucoup plus longtemps. Et les formations qui les remplaceront opèrent dans les mêmes conditions structurelles qui ont produit les pertes initiales. Cette journée n'a pas été la pire journée de la guerre à cause du bilan des pertes. Elle a été la pire journée de la guerre parce qu'elle a rendu impossible de continuer à prétendre que la force russe n'approchait pas de la culmination. Le chiffre allait toujours finir par arriver. Les conditions structurelles allaient toujours le produire. Ce chiffre a forcé la conversation. Et cette conversation devra maintenant aborder ce que les conditions structurelles font depuis des mois, peu importe que les personnes qui gèrent l'effort de guerre russe soient prêtes ou non à l'aborder elles-mêmes. Le chiffre est la surface visible. Les conditions sous-jacentes sont ce que ce chiffre allait toujours exposer. Et une fois exposées, ces conditions ne seront pas corrigées par un ajustement opérationnel à court terme, parce qu'elles ne sont pas ajustables dans le délai sur lequel la guerre fonctionne maintenant. Elles sont l'héritage de 2 ans de substitution de la quantité à la qualité. Et cet héritage vient d'arriver à échéance. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Perspective politique vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.